À la une de l'actualité, l'église locale de Port-Bouët-Jean-Folly de la mission évangélique de Dieu en Christ de la Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche 14 février un culte spécial marquant l'apothéose d'un programme de 12 jours de jeûne. La mission mondiale Camp des Héros à Port-Gentil au Gabon, dirigée par le couple Raïssa et Serge Loubaki, ont organisé un séminaire dans le cadre du 2e anniversaire de son église. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, reddition des derniers occupants d'un parc naturel fédéral. En économie, la fin du billet de 500 €. Enfin, santé, lien entre le virus Zika et d'autres syndromes neurologiques. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal. L'église locale de Port-Bouët-Jean-Folly de la mission évangélique de Dieu en Christ de la Côte d'Ivoire, MEDEXI, a célébré ce dimanche 14 février un culte spécial marquant l'apothéose d'un programme de 12 jours de jeûne et de prière sous le thème « Atteindre la prochaine dimension ». Le prophète Jacques Assandé, président fondateur de la MEDEXI, était l'invité de ce culte spécial. Par des scènes de joie et d'allégresse, le peuple de l'église locale de Port-Bouët-Jean-Folly de la mission évangélique de Dieu en Christ de Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance à Dieu qui lui a permis d'accomplir 12 jours de jeûne et de prière. 12 jours de pénitence certes, mais aussi 12 jours de prière d'impact dont les résultats sont ici visibles. Ça devient fort. Du 1er au 12 février, les fidèles de la MEDEXI ont cherché la face de Dieu. Et cette période a été marquée par 12 jours d'enseignement intense, sous le thème central « Atteindre la prochaine dimension ». Pour le pasteur Théa Blaise, pasteur de la MEDEXI de Port-Bouët-Jean-Folly, l'expérimentation de la foi est la preuve de l'atteinte de la prochaine dimension. Si un certain nombre de détails, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il y a des miracles qui vont arriver dans la vie de quelqu'un ici, qui vont susciter un doute et des questions. Dis-moi Amen. Il dit, regarde mon serviteur, va dire à ce peuple-là, un miracle va arriver à quelqu'un qui va susciter des questions et même des doutes concernant au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Parce que personne n'arrive à comprendre comment est-ce que Pierre a marché sur l'eau. L'eau n'est pas devenue solide, Pierre n'est pas devenu léger. Mais comment est-ce que Pierre a marché sur l'eau? Simplement parce que quelqu'un a parlé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ton miracle va créer des doutes, ton miracle va créer des questions que les gens vont se poser. Ils diront comment est-ce que le miracle est arrivé? Nous le connaissons et nous l'avons vu pendant toujours. Mais le miracle est arrivé simplement parce qu'une voix s'est fait entendre dans les oreilles de quelqu'un. La voix du Seigneur te concernant s'est fait entendre. Et lorsque Dieu parle, le miracle est possible. Invité spécial de ce culte de fin de jeûne, le prophète Jacques Assandé, président fondateur de la mission évangélique de Dieu en Christ, a édifié les fidèles sur l'engagement spirituel que cache le jeûne et les outiller pour surmonter les épreuves à venir. Vos noms sont connus par les démons. Vos noms sont connus par les démons. Ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes des enfants de Dieu véritable. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Ils savent que vous avez la sagesse de Dieu en vous. C'est pour cela que ne vous négligez plus. Parlez avec insistance, avec autorité aux démons. S'il y a une situation qui vous emmène, que vous n'aimez pas, parlez à la situation. Après l'enseignement, le prophète Jacques Assandé a conduit un moment d'adoration avant d'exercer le ministère. Dénommé Today is Today, le programme de 12 jours de jeûne prépare la prochaine convention nationale des églises de la MEDEXI du 18 au 20 mars prochain. La mission mondiale Camp des Héros à Port-Gentil au Gabon, dirigée par le couple Raïssa et Serge Loubaki, ont organisé un séminaire dans le cadre du 2e anniversaire de son église. Le thème de cette rencontre était « Je ne suis pas ivre, mais ». C'est sur ce thème que les hommes de Dieu ont édifié le peuple. Cette célébration a été suivie de louanges et d'adoration.
La mission mondiale Camp des Héros a organisé un grand séminaire dans le cadre du 2e anniversaire de leur existence, dirigé par le couple pastoral Raïssa et Serge Loubaki. Ce sont des éminents hommes de Dieu qui ont été invités pour la circonstance. C'est le thème « Je ne suis pas ivre mais » qui a permis aux différents orateurs d'édifier le peuple. Écoutons le pasteur Makoso Masten. Lorsque nous servons Dieu, en retour, Dieu nous bénit. Et Dieu fait quelque chose de spécial dans nos vies. Afin que les gens sachent que le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Il y a des situations que tu traverses, pas parce que les sorciers de ta famille ont libéré les sorts, mais parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Alléluia. Et Anne avait compris qu'en allant à l'église, vraiment, c'était le temps favorable pour lui. Amen. Et le ciel était dégagé pour elle. Elle pouvait recevoir de Dieu quelque chose. Amen. Et toi, tu cherches ta consolation où? Auprès des hommes? Non, tu seras déçu. Anne avait choisi la bonne résolution d'aller auprès de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Peu importe les mots, peu importe les situations, nous devons faire confiance à Dieu. Au temps convenable, il agira. Puis, celui qui se lève et les démons se taisent par la grâce de Dieu a enseigné les chrétiens sur les 4 éléments dont Dieu a besoin pour agir dans la vie du chrétien. Suivons le révérend Abélard Kiendo. Premier élément, tu as donc besoin d'un nom de Dieu pour parler sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand il va parler, son cœur est tellement rempli de toi qu'il va parler avec joie. Il va dire des bonnes choses sur ta vie. Il va proclamer mariage, il va proclamer prospérité, il va proclamer succès, et tout ce qu'il est là va t'arriver. Jésus à chaque fois a fait confesser aux gens des réponses. Il n'a jamais dit à quelqu'un: va te lamenter et dire je suis maudit, je suis foutu, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ma vie là c'est toujours comme ça, j'ai le sang de l'iguane, les autres réussissent, moi je ne réussis pas, on m'a mangé, on m'a bloqué. Dieu ne veut pas que tu t'appuies-toi indéfiniment sur ça. Amen. Il dit change de langage. Deuxième règle. Les moments se sont poursuivis par l'exercice du ministère, puis le partage du gâteau qui symbolise les 2 ans d'existence a été partagé par tous. Les temps ont été clôturés par un concert au micro de Béni TV, les leaders de la mission mondiale Camp des Héros à Port-Gentil au Gabon. Ici, on a fait déjà des ans depuis qu'on a commencé. Donc le message, c'était un message puissant que Dieu a permis pour cette église. Je bénis l'Éternel pour tout ce qui s'est passé. La prophétesse Priska Ikwakwa a animé un séminaire à l'Acropolis à Port-Gentil au Gabon sur le thème « Les 4 dimensions de la délivrance pour une liberté totale ». La servante de Dieu a appelé le peuple à un changement de mentalité. De longs moments d'intercession et d'adoration ont marqué ce séminaire. C'est par d'intenses prières que le séminaire de la prophétesse Priska Ikwakwa a démarré, avant que la servante de Dieu ne développe son thème du jour, les 4 dimensions de la délivrance pour une liberté totale. Qui devait t'enseigner, ton sauveur, une première délivrance sauvée. Alléluia. Tu quittes de la mort éternelle à la vie éternelle. Alléluia. Et tout ceci se passe dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous allons laver la mentalité. Amen. Ma mentalité sera lavée ce soir. Mais ça commence par là. C'est ça la délivrance. J'ai dit bon, première délivrance, je vous sors des esclavages. Selon la servante de Dieu, en sortant Israël de l'Égypte, Dieu a appelé son peuple à changer de mentalité. Le chrétien doit également changer de mentalité et de dimension spirituelle. Conscient des dimensions spirituelles à atteindre pour la délivrance, le peuple de Dieu a intercédé pour le pardon de ses fautes et pour briser tout lien de servitude et a adoré l'Éternel qui lui fait ainsi grâce. Le séminaire de la prophétesse Priska Ikwakwa à Port-Gentil au Gabon s'est achevé par des prophéties.
À l'international, après une longue attente, le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kirill se sont rencontrés à Cuba. Une rencontre historique qui scelle le rapprochement entre chrétiens d'Orient et d'Occident près de 1000 ans après le schisme. Enfin, nous nous voyons, a lancé d'emblée le pape François au patriarche orthodoxe russe Kirill dans ce petit salon de l'aéroport de la Havane où a eu lieu la rencontre historique entre les deux hommes. Rencontre qui scelle le rapprochement près de 1000 ans après le schisme entre chrétiens d'Orient et d'Occident, c'était en 1054. Les deux hommes ont signé une déclaration commune. Ils disent regretter les blessures causées par les conflits d'un passé lointain et récent. Le texte exhorte par ailleurs la communauté internationale à s'engager et à agir contre l'éviction des chrétiens au Proche-Orient, et notamment, est-il précisé, en Syrie et en Irak, où la violence a déjà emporté des milliers de vies, laissant des millions de personnes sans abri ni ressources. Les deux hommes ont appelé au déblocage d'une aide humanitaire à grande échelle pour venir en aide aux victimes du conflit syrien, mais aussi aux réfugiés dans les pays voisins. En matière de géopolitique, enfin, François a évité de condamner la politique du chef du Kremlin en Ukraine. Diplomate, il avait déclaré en amont de cette rencontre que la Russie pouvait beaucoup pour la paix mondiale. L'Union européenne a donné un ultimatum de 3 mois à la Grèce pour corriger ses défaillances dans le contrôle de ses frontières extérieures. L'UE demande à la Grèce d'améliorer l'enregistrement et le contrôle des réfugiés. Le compte à rebours est officiellement lancé pour la Grèce. Athènes a 3 mois pour corriger ses défaillances dans le contrôle de ses frontières extérieures. L'Union souligne que les négligences grecques frappent l'ensemble du système de libre circulation en Europe. Les 28 demandent aux autorités grecques d'améliorer l'enregistrement et le contrôle des réfugiés qui arrivent sur son territoire. Les Européens insistent aussi sur un renforcement de la surveillance de sa frontière maritime avec la Turquie, la voie la plus empruntée par les demandeurs d'asile. Si la Grèce ne remplit pas ses obligations, la Commission pourrait alors décider de réintroduire pour une durée maximale de 2 ans des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Aux États-Unis, le dernier des activistes qui avait pris le contrôle du parc naturel fédéral de l'Oregon s'est rendu à la police. Ces hommes armés, qui étaient une centaine au départ, exigeaient que le gouvernement rende les terres fédérales au peuple. Aux États-Unis, la fin de l'occupation du parc Malheur dans l'Oregon. Cet homme, David Fry, était le dernier à refuser de se rendre à la police. Il a fini par céder ce jeudi, peu de temps après ses compagnons de lutte. L'occupation de ce parc aura duré près d'1 mois et demi. Les activistes armés avaient pris le contrôle du site en campant dans le refuge. Leur objectif, dénoncer l'autorité du gouvernement fédéral. Mercredi, le FBI avait bouclé la zone et sommé les 4 derniers manifestants de se rendre, ce qu'ils ont donc fait ce jeudi. Une fois que le refuge a été totalement sécurisé, explique ce responsable du FBI, nos équipes ont pu se rendre sur place. Elles vont désormais fouiller les lieux et recueillir les documents relatifs à ce que les occupants ont pu faire. Le parc naturel fédéral de Malheur est fermé et le restera pendant encore plusieurs semaines. Le mouvement avait commencé dans les premiers jours de janvier. Au début, les manifestants étaient plus d'une centaine. Ils réclamaient que le gouvernement rende les terres fédérales au peuple et dénonçaient des conditions de plus en plus dures imposées par Washington aux éleveurs de la région. La Banque centrale européenne pourrait faire disparaître les billets de 500 €. En effet, la plus grosse coupure de la monnaie unique est accusée de faciliter le transfert sale ou le financement d'activités illégales. Reportage. Le billet de 500 € pourrait bientôt disparaître des porte-monnaies. La Commission européenne, les États membres et la BCE, la Banque centrale européenne, y songent de plus en plus. La plus grosse coupure de la monnaie unique est accusée de faciliter le transfert d'argent sale ou le financement d'activités illégales, comme le souligne le ministre français des Finances, Michel Sapin. Le billet de 500 € est plus utilisé pour dissimuler que pour acheter. Plus utilisé pour faciliter des transactions qui ne sont pas honnêtes que pour permettre à vous et moi d'acheter de quoi se nourrir. Donc il est normal que l'on se pose des questions aujourd'hui sur l'utilisation de ce billet. Créé à la demande pressante de l'Allemagne, l'avenir du billet de 500 € est entre les mains du Conseil des gouverneurs de la BCE, mais certains spécialistes doutent de l'efficacité de cette mesure pour lutter contre les réseaux criminels. Cette proposition intervient aussi à un moment où l'Union s'attaque au financement du terrorisme.
À travers un programme ambitieux, l'Europe veut se doter d'une observation autonome de la Terre en tant que service d'intérêt général avec un accès libre. Bientôt, l'Agence spatiale européenne ESA va lancer un 3e satellite d'une flotte de 6 que doit compter ce programme. Une flotte de satellites surveille depuis l'espace l'état de santé de notre planète. C'est la mission des satellites Sentinelle qui sont au cœur du programme Copernic de la Commission européenne, le programme d'observation de la Terre le plus ambitieux à ce jour. L'Agence spatiale européenne se prépare à lancer le 3e satellite d'une flotte de 6 depuis la Russie en février. Le prochain satellite à être lancé se nomme Sentinelle-3. Sentinelle-3 est très spécial pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, nous avons une charge utile particulière avec 3 instruments différents. Nous avons une grande variété de différentes données disponibles avec de nombreuses applications, par exemple pour soutenir le programme Copernic, mais aussi pour des applications scientifiques. On couvre une large gamme. Sentinelle-3 pourra mesurer la température et la hauteur de la mer. Il fournira une image précise de l'occupation terrestre, l'état de la végétation ou encore la hauteur des rivières et des lacs. Il est possible, par exemple, de déterminer tous les éléments qui sont dans l'océan et leur écoulement. Il peut s'agir d'algues, de plancton ou de pollution et comment tous ces éléments se déplacent à travers le monde. Toutes les données seront collectées par un service de surveillance du milieu marin. Les observations pourront être réalisées en temps réel. Ces mesures fourniront des informations utiles sur la façon dont nous gérons notre environnement, en aidant à mieux comprendre les effets du changement climatique. Parlons d'environnement à présent. Le phénomène climatique d'El Niño est à l'origine d'une vague de sécheresse qui s'est abattue sur l'Amérique centrale, une partie de l'Afrique et de l'Asie, provoquant une pénurie alimentaire dans de nombreux pays. Une vague de sécheresse s'est abattue sur l'Amérique centrale, sur une partie de l'Afrique et de l'Asie. Son corollaire, une pénurie alimentaire, et notamment ici à Haïti où de nombreux paysans ont perdu leur récolte. Derrière cette sécheresse se cache le phénomène climatique d'El Niño. Les effets d'El Niño seront ressentis jusqu'au début de l'année 2017, des effets largement répartis sur la surface de la planète. El Niño a eu un impact sur les productions agricoles de l'Amérique centrale, d'Haïti. Il y a aussi l'Éthiopie qui a connu une de ses saisons les plus sèches de ces 50 dernières années. L'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée encore a connu une de ses plus grandes sécheresses. L'an dernier, El Niño a été particulièrement marqué, encore plus qu'en 1997, où il a établi des records. Le phénomène se développe tous les 3 à 5 ans en moyenne, quand les eaux équatoriales du Pacifique deviennent beaucoup trop chaudes. En Éthiopie, le second pays le plus peuplé d'Afrique avec quelques 100 millions d'habitants, 10 millions de personnes sont confrontées à la pire des sécheresses depuis plus de 50 ans. Un scénario similaire se déroule au Zimbabwe et les effets de la sécheresse sont multiples. Au-delà des coûts pour l'agriculture et l'élevage, elle vient aussi porter un coup aux réserves des productions hydroélectriques. Au Zimbabwe, cela représente 38% de ses besoins énergétiques. Entamons le chapitre santé. En Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Colombie, les autorités sanitaires se penchent sur plusieurs cas de mort suspectés d'être en lien avec le virus Zika. On craint que le virus n'ait de lien avec d'autres syndromes neurologiques. L'épidémie de virus Zika qui continue d'inquiéter notamment en Amérique du Sud. Ainsi au Brésil et en Colombie, les autorités se penchent sur plusieurs cas de mort suspectés d'être en lien avec Zika. Les personnes décédées souffraient du syndrome neurologique de Guillain-Barré, une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux. Il s'agissait de patients qui avaient également contracté le virus Zika.
D'ordinaire, explique ce médecin, nous avons entre 25 et 30 cas par an sur l'ensemble du département de Norte Santander. Or là, nous avons eu 30 cas en à peine un mois et demi. Il y a donc une multiplication presque par 10 du nombre de cas. Tous les pays de la région ont engagé des opérations de fumigation, la diffusion de produits insecticides censés éradiquer les moustiques, car c'est un de ces moustiques qui est le vecteur du virus. Au Brésil, plus de 200 000 militaires sont ainsi mobilisés ce samedi pour faire du porte-à-porte. Ce pays est le plus touché par l'épidémie du virus Zika et les autorités redoutent que la situation ne s'aggrave encore. Il y a un risque pour l'État de Rio, mais aussi plus largement pour tout le pays et même pour toutes les zones tropicales, affirme ce responsable brésilien. En fait, ce virus Zika constitue une urgence de santé publique et cela appelle une action concertée. L'idée, c'est de passer 2 fois dans chaque logement, dans chaque bâtiment pour aider la population et faire cela d'ici à la fin du mois de mars. Actuellement, une quinzaine de laboratoires mènent des recherches pour élaborer des vaccins, car pour l'heure, il n'en existe pas. Mais d'après l'Organisation mondiale de la santé, il faudra sans doute attendre encore plus d'1 an avant que des essais cliniques à grande échelle ne soient menés. Le virus Zika, l'OMS l'a déclaré comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Or, dans combien de temps peut-on espérer avoir un vaccin? La maladie transmise par les moustiques est similaire à la dengue. Le virus Zika, l'OMS l'a déclaré comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Or, dans combien de temps peut-on espérer avoir un vaccin? La maladie transmise par les moustiques est similaire à la dengue, une infection pour laquelle des vaccins sont en cours de développement. La bonne nouvelle, c'est que le Zika est ce que nous appelons un flavivirus. C'est une certaine classe de virus contre lesquels nous avons déjà développé avec succès des vaccins. Si on voit qu'il n'y a pas de risque, alors on passera à l'étape suivante. Il est improbable d'avoir un vaccin disponible à grande échelle d'ici quelques années, mais on peut déjà franchir l'étape initiale. Si le Zika n'est pas mortel, on le soupçonne de provoquer des cas de microcéphalie, dont on a vu une recrudescence en Amérique latine. À l'Institut Butantan de Sao Paulo, les chercheurs espèrent trouver une façon plus rapide d'obtenir un vaccin. Nous sommes déjà en train de cultiver le virus avec des souches suffisantes pour faire des essais préliminaires sur de petits animaux comme des rongeurs. Ensuite, on passera aux chevaux pour voir si les chevaux peuvent développer suffisamment d'anticorps. Et ensuite, nous pourrons purifier ce vaccin dans nos laboratoires pour isoler les anticorps avant de commencer une phase d'essai sur les humains. Le virus mis en évidence pour la première fois en Afrique en 1947 a été détecté au Brésil l'an dernier. La course au vaccin est mondiale. L'AFRIM, un institut de recherche des forces armées conjoints américains et thaïlandais, travaille aussi sur le vaccin. Le développement d'un vaccin est un processus long et difficile avant de pouvoir démontrer à la fois son efficacité et sa sécurité. Et il serait prématuré de donner une durée précise de mise au point. D'autres pistes de lutte contre le Zika sont aussi envisagées comme la lutte contre le vecteur, c'est-à-dire le moustique qui, par sa piqûre, transmet ce virus. Et c'est ici que s'achève ce journal. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la protection divine. À bientôt.